Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Média TV. Nous sommes le 6 avril, la veille de la Journée mondiale de la santé, l'occasion de faire le point sur la situation sanitaire dans le monde de façon générale et au Maroc en particulier. Le thème choisi cette année par l'Organisation mondiale de la santé est centré sur le lien entre la santé de notre planète et celle des êtres humains, des animaux, des plantes. L'organisation onusienne alerte sur l'augmentation des pathologies liées au réchauffement climatique et à la pollution, cancer, asthme, cardiopathie. Un chiffre, un taux, pour prendre conscience de la gravité de la situation. Aujourd'hui, plus de 90% des personnes dans le monde respirent un air pollué, principalement à cause des combustibles fossiles. Pour dresser le constat, mais aussi surtout se projeter dans l'avenir d'un monde avec, nous l'espérons, un environnement plus vivable, un environnement directement impacté malheureusement par la décision économique, politique et sociale des États, indéniablement à l'origine de la crise climatique et sanitaire actuelle. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir sur notre plateau Madame Mariam Bigdeli, représentante de l'Organisation mondiale de la santé au Maroc. Madame Bigdeli, bonsoir et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Alors, Madame Bigdeli, nous sommes à la veille, comme j'ai dit, de la Journée mondiale de la santé que nous commémorons pour la 3e année consécutive sur fond de pandémie. Quelles sont pour l'OMS les mesures urgentes à prendre pour préserver la santé des êtres humains et la planète dans un monde de plus en plus pollué, où chaque année, ce sont les chiffres de l'OMS, plus de 13 millions de décès dans le monde sont imputables à des causes environnementales qui pourraient être en plus évitées. Quelles sont les priorités aujourd'hui ? Oui, merci pour cette question. Effectivement, vous avez parlé de la pandémie et en fait, la crise sanitaire, la plus grande crise sanitaire que connaît l'humanité, c'est en réalité cette crise climatique. C'est pour ça qu'en fait nous sommes là aujourd'hui pour en parler autour de cette journée de plaidoyer. Il y a des mesures urgentes et nous les avons rassemblées dans un manifeste en 6 points qui permettrait, si tout le monde essaye d'appliquer ce manifeste, de vraiment avoir une action collective. D'abord, préserver la source de notre santé, c'est-à-dire la nature. Préserver les éléments qui permettent notre survie, notre vie. Vous l'avez signalé, l'air, mais aussi l'eau, également les aliments sains de qualité. Opérer une transition énergétique au bénéfice de la santé. Alors évidemment, cette transition énergétique, elle est à l'agenda de tous les pays, mais il est absolument important qu'elle puisse s'opérer de façon à préserver la santé des êtres humains. Les systèmes alimentaires sont vraiment au cœur de cette transition. Il est important que nous puissions adopter des systèmes alimentaires vertueux qui non seulement nourrissent la planète, mais également ne produisent pas des gaz à effet de serre. Aujourd'hui, les systèmes alimentaires qui produisent des boissons et des aliments très transformés ne permettent pas, vous le savez, de nourrir toute la planète. Il y a encore et malheureusement des gens qui sont en malnutrition et qui meurent de faim. Et oui. Néanmoins, ces systèmes produisent un tiers des gaz à effet de serre de notre planète. Et des pathologies aussi. Et des pathologies aussi, bien entendu, voilà. Et ensuite, les villes. Vous savez que 60% de la population du monde vit en ville et ça ne va faire que s'accroître. Or, les villes doivent être conçues de manière à diminuer la pollution, de manière à permettre en fait aux gens de vivre dans un environnement de proximité, des communautés actives et saines. Et enfin, un chiffre qui est vraiment très important. 400 milliards de dollars de nos impôts financent les énergies fossiles, subsidient les énergies fossiles. Donc le 6e point de ce manifeste, c'est que nous cessions de financer la pollution et que nous puissions, de ce fait, créer des cercles vertueux qui permettent en fait de financer ce qui est bon pour notre santé et bon pour la planète dans le même temps. Oui. Alors chaque année, il y a des recommandations, bien sûr, pour sauver la planète, pour améliorer notre qualité de vie. Mais les gens pensent que les petits gestes à faire chacun chez soi ne signifient rien. Ils sont insignifiants comparés à la pollution qui est générée par les grandes puissances mondiales et les grandes économies. C'est ça, malheureusement, aussi cette prise de conscience. Ils jugent que ce n'est pas nécessaire parce que moi, je conduis une petite voiture alors que tout ce qui est combustible dans les pays développés, aux économies développées, ça ne représente rien. Comment convaincre les gens que même les petits gestes peuvent aider aussi ?
Alors, en un sens, vous avez raison, mais néanmoins, c'est nécessaire de faire des petits gestes. Pourquoi vous avez raison? C'est vrai qu'il y a une grande inéquité dans cette question de crise climatique et de l'impact sur la santé. Les populations qui souffrent le plus de l'impact de cette crise sont malheureusement, ou sont celles qui ne génèrent pas cette pollution, ou qui génèrent le moins cette pollution. Ce sont des populations qui vivent, par exemple, dans des régions enclavées, loin des services essentiels, qui ne vont pas forcément utiliser consommer de façon très polluante et qui néanmoins en souffrent parce qu'ils respirent le même air et boivent la même eau que vous et moi. Donc c'est vrai qu'en fait, il faut répartir un petit peu les charges et dans un sens, ces industries polluantes que nous devons rendre redevables de cette question. Néanmoins, chaque jour, nous pouvons poser des gestes. Oui. Et en fait, c'est une participation collective à cette action qui est nécessaire de tous les côtés. Alors, la gifle pour le monde entier, c'était la pandémie, la Covid-19. Donc, c'est une prise de conscience que vraiment nous récoltons ce que nous avons semé et on ne peut pas faire l'impasse sur la pandémie, d'autant plus que nous la vivons encore. Vous avez suivi de près la pandémie au Maroc, son évolution et la manière dont elle a été gérée. Comment, avec le recul, quel regard avez-vous sur la gestion de la crise sanitaire au Maroc avec les moyens que nous avons? Nous ne sommes pas une grande puissance, mais nous avons de bons réflexes. Il y a des fois où nous avons réussi, il y a d'autres fois où nous avons... Mais comment vous l'estimez? Alors, je l'ai dit à maintes reprises sur vos plateaux et d'autres médias que la gestion de la pandémie au Maroc a vraiment été exemplaire. On a vu une action qui a été rapide, qui a été ciblée, qui a aussi été multisectorielle. Et c'est ça qui est vraiment la réussite en fait qu'on peut souligner au Maroc, c'est que tous les secteurs se sont vraiment réunis pour travailler ensemble sur la gestion de cette crise. Et de nombreux secteurs aussi se sont mis au service du secteur de la santé en disant voilà, on a besoin de mettre les éléments en place pour que le secteur de la santé puisse faire son travail dans la gestion de cette crise. C'est une action, c'est ce genre d'action que nous préconisons déjà depuis de nombreuses années en disant que on ne peut que agir d'un point de vue sociétal lorsqu'un problème aussi grand est à résoudre. Donc de ce côté-là, c'est vraiment quelque chose qui est exemplaire. Maintenant, au Maroc comme ailleurs, la crise a pu démontrer certaines faiblesses. Au niveau mondial, on a vraiment analysé les sources des échecs possibles de la riposte à la Covid dans tous les pays. C'est généralement les inéquités, c'est-à-dire que nous avons vu que certaines populations ont souffert plus de cette crise, que ce soit au niveau économique, mais aussi au niveau de l'impact sur leur santé. Et ces inéquités, elles sont vraiment à la source de certains problèmes dans la gestion de la crise. Il faudra qu'on y fasse attention dans le futur. Il y a également les problèmes de financement. En fait, on a pu rassembler de l'argent assez rapidement au Maroc grâce vraiment à la vision de Sa Majesté pour pouvoir vraiment réinvestir dans le système de santé. Mais la vérité, c'est que ces investissements, en fait, dans le monde entier, ils étaient déjà attendus depuis longtemps. Et depuis longtemps, l'OMS tire la sonnette d'alarme en disant que le secteur de la santé est sous-financé et qu'il est nécessaire d'investir plus dans la santé parce que vraiment, c'est le cœur de la société. Le point fort, c'était l'anticipation, effectivement, parce qu'il y a des décisions qu'on a prises avant beaucoup de pays, alors que des pays discutaient, hésitaient. Et puis, il y a autre chose, c'est que cette non-résistance à la vaccination, parce que nous sommes un pays qui vaccine, qui se vaccine beaucoup, et il n'y a pas beaucoup de vaccinosceptiques, même pour les autres vaccins, que ce soit pour les bébés. Donc, on n'a pas vu des levées de boucliers contre la vaccination. C'est vrai que la première et la deuxième dose, enfin, surtout la première, il y a eu beaucoup plus d'affluence. Mais bon, au bout de la deuxième dose, il y a des gens qui ont eu le virus, donc peut-être protège. C'était une protection, peut-être immunité hybride. Voilà, c'est peut-être des choses qui ont aidé. Tout à fait. Alors effectivement, la campagne de la vaccination aussi, et nous l'avons dit notamment sur les réseaux sociaux, que c'est vraiment une des meilleures campagnes de vaccination du continent, de la région de la Méditerranée orientale dont fait partie le Maroc pour l'OMS, grâce également à une anticipation
pas seulement dans l'achat des vaccins, parce que c'est ça aussi que beaucoup de pays doivent réaliser, c'est qu'avoir des vaccins, ce n'est pas suffisant. Il faut avoir toute l'infrastructure pour pouvoir déployer ces vaccins et pouvoir l'amener à l'usager. Et ça, le Maroc l'a anticipé bien avant même l'achat des vaccins, d'avoir toute cette infrastructure qui est en place. Ce qui fait que au Maroc, il n'y a pas eu ces problèmes qu'ont eu certains autres pays de ne pas être prêts à recevoir les vaccins, même au moment où ces vaccins étaient disponibles. Donc ça fait partie de cette action concertée aussi et sociétale dont je parlais tout à l'heure. C'est un mal pour un bien, parce qu'on était résilients, mais on a aussi rebondi avec notamment la grande infrastructure, l'usine de Ben Slimane qui va voir le jour pour la production. Ce sont des crises, des fois, qui nous révèlent à nous-mêmes et qui nous poussent à revoir beaucoup de choses. Alors, après une certaine accalmie, malheureusement, le rebond épidémique. Et là, il est indéniable. On ne sait pas à quel point, entre les scénarios les plus pessimistes et les plus optimistes. Il y a eu une semaine, le 30 mars dernier, l'OMS a rendu public son plan stratégique actualisé de préparation et d'intervention contre la Covid-19. Il s'agit du 3e depuis le début de l'épidémie, il y a plus de 2 ans. Ce plan, le directeur général de l'OMS espère qu'il sera le dernier. Nous l'espérons tous. Quels sont les grands axes de ce plan ? Alors, les grands axes de ce plan, ce plan a 2 objectifs, en fait. C'est les 2 grands objectifs. Le premier objectif, c'est de terminer la phase aiguë de cette crise. Parce qu'on est malheureusement, comme vous l'avez signalé, encore dans une phase aiguë. Même si aujourd'hui, au Maroc, Omicron est derrière nous, on est dans le plat de la courbe ou le bas de la courbe, nous espérons y rester, et le plus longtemps possible. Néanmoins, nous sommes encore dans une phase aiguë avec les rebonds que vous signalez. Donc d'abord, en terminer avec la phase aiguë. C'est-à-dire les piliers habituels, c'est la surveillance épidémiologique, donc être prêt à détecter quand l'épidémie redémarre, la prise en charge des cas de Covid avec le diagnostic, les traitements, etc. La recherche pour pouvoir mettre de nouveaux outils, de nouvelles ressources à la disposition de la riposte, la coordination des acteurs, comme cette riposte multisectorielle, elle est toujours nécessaire, et bien sûr la vaccination et les mesures préventives à mettre en place. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, également important, c'est l'avenir. C'est de vraiment maintenir les acquis. Vous avez parlé de cette anticipation, on a parlé de la riposte multisectorielle, on a parlé de la réalisation d'une nécessité de financement. En fait, comme vous l'avez dit, on a aussi des acquis lors de cette crise. On a réalisé énormément de choses. On s'est révélé à nous-mêmes, les uns et les autres. Donc, ces acquis-là, il faut absolument capitaliser dessus pour pouvoir construire des systèmes de santé résilients qui vont pouvoir répondre à cette crise sans avoir à tout arrêter à l'avenir et d'être plus agile, plus répondant aux crises futures. Alors aujourd'hui, cette crise, elle a surpris tout le monde, elle a pris tout le monde de court. Et il y a eu, depuis l'apparition de la pandémie, des critiques quant à la gestion de l'OMS, de la Covid-19. Et le directeur Tedros Adhanom avait lui-même déclaré que le coronavirus était un signal d'alarme pour la communauté internationale. Il avait estimé qu'il fallait une accélération de la réforme de l'Organisation onusienne de la santé. Où en est cette réforme? Quelles sont les principales, pas je dirais failles, mais les principaux volets à revoir en fait, dans l'organisation de l'OMS? Oui. Alors, la réforme, déjà, elle prédate le Covid. Vous avez dit bien, c'est une accélération de cette réforme. C'est vrai qu'il y avait avant, oui, effectivement. Dès son arrivée, Dr Tedros a estimé, effectivement, mis en branle un mécanisme de réflexion autour de la place de l'Organisation mondiale de la santé et son mode de fonctionnement. Donc ça, il faut bien le dire que sa vision de cette réforme prédate la crise et que dès son arrivée, il a réfléchi à cette réforme, avec nous d'ailleurs. C'est un processus qui était assez ouvert et assez participatif dans la façon de réfléchir cette réforme, donc vraiment transparente. Également avec les États membres, parce que ce qu'il faut aussi savoir, c'est que l'OMS, c'est une organisation d'États membres. Donc les décisions ne sont pas prises ni par Dr Tedros ni par le secrétariat. En fait, elles sont votées à l'Assemblée mondiale de la santé par les États membres, dont le Maroc et d'autres. Et c'est aussi cette question-là qu'il faut réexaminer. Quand on dit qu'il faut transformer l'organisation, il faut aussi que les États membres soient prêts à transformer l'organisation et puissent participer à cette transformation. Malheureusement, comme dans tous les votes et comme dans toutes les organisations
avec les États membres, et il y a des États membres plus puissants que d'autres, ce qui nous amène à la question de l'équité de la santé, et des pays pauvres et à moyens et faibles revenus. Ça a été vu, constaté pendant cette pandémie, que ce soit pour la vaccination, que ce soit pour la prise en charge. En fait, c'est ça. C'est tout à fait ça, mais c'est pour ça que l'OMS est là. Et c'est réitérer le mandat de l'OMS. Parce que pour la vaccination, nous avons exactement soutenu ce discours, plaidoyé pour ce discours, en disant qu'il fallait une équité vaccinale à travers le monde. Effectivement, c'est un exemple précis. Il y en a eu d'autres durant la pandémie, où chaque pays souverain a pris des décisions pour sa propre population, et c'est normal. Notre rôle à nous, c'est bien entendu d'accepter que les pays prennent leurs décisions pour leur population, mais de rappeler que certaines décisions nationales peuvent impacter en fait la santé mondiale. Et le fait, par exemple, de retenir des masques, de retenir des tests, de retenir des vaccins, de ne pas partager l'information sur les variants circulants, parce que l'information, c'est aussi une ressource importante, participe en fait à une fragilisation de la santé mondiale. Et donc, notre rôle est effectivement de protéger les intérêts des personnes laissées pour compte, qu'elles soient à l'intérieur des systèmes les plus forts, mais également dans des systèmes les plus faibles, en soulignant que tout le monde a droit à un vaccin. Et que par conséquent, il faut distribuer les doses de vaccins disponibles équitablement pour que tout le monde puisse avoir ces 2 doses de vaccin et un schéma complet de vaccination. C'est encore pas toujours le cas aujourd'hui dans certains pays. Donc ça c'est le rôle fondamental de l'OMS. Mais pour revenir sur les axes de la réforme qui était votre question, c'est une transformation qui remet l'accent sur les pays et sur la présence de l'OMS dans les pays. L'idée que c'est à travers cette présence, en fait, que nous faisons le travail que nous avons à faire en allant vers la cible des populations laissées pour compte, en mettant en place des programmes et des actions qui permettent vraiment de toucher ces populations. Bien entendu, le niveau global est nécessaire parce que nous avons besoin de promouvoir la recherche, l'échange d'informations, l'échange de bonnes pratiques, les normes et les standards. Donc ce niveau global est important, mais il est au service en fait des pays de manière à pouvoir aller dans le cœur, la cible de notre action, qui sont les populations laissées pour compte. C'est le plus important. Alors, au début, bien sûr, avec l'apparition de la Covid-19, il y avait la psychose. Et on croyait que tout le monde allait mourir. Et tout a été focalisé, en fait, sur la Covid-19. Mais depuis quelque temps, on critique le choix de plusieurs pays dans le monde, et celui de l'OMS aussi, de concentrer l'essentiel de leurs efforts sur la Covid au détriment d'autres maladies. Et l'OMS en parle, elle donne des chiffres comme le paludisme ou la tuberculose qui ont regagné du terrain et qui tuent plus que la Covid. Justement, l'OMS a publié des chiffres selon lesquels les décès liés à la tuberculose auraient tué 1,5 million de personnes en 2020. C'est la première hausse constatée par cette maladie depuis 10 ans. Comment faire maintenant pour redonner leur place à ces pathologies chroniques, les maladies cardiovasculaires, les cancers qui tuent plus que d'autres, que la Covid-19. Alors, déjà, je voudrais clarifier que l'OMS n'a jamais délaissé ces autres maladies, bien au contraire. Le premier plateau TV que j'ai fait, je pense, pendant la pandémie, ça devait être en avril ou mai 2020, c'est la question que j'ai abordée en premier lieu. J'ai dit, on va voir, c'était un de vos confrères, on va voir une hausse de mortalité et de morbidité due aux autres maladies parce que les gens ne peuvent pas se faire soigner aujourd'hui, parce qu'ils sont confinés, parce qu'ils ne peuvent pas aller chercher ces services, parce que les médecins sont occupés ailleurs. La première action que nous avons menée au Maroc, c'était un soutien à la capacitation des personnels de santé pour la prise en charge des femmes enceintes en temps de Covid, et des enfants et des nouveau-nés. On a aussi appuyé le programme de soins palliatifs.
de manière à ce que les personnels de santé puissent se déplacer chez les personnes atteintes de maladies incurables et en phase terminale, en fin de vie. Donc, on a toujours essayé de pointer du doigt le fait que c'était absolument nécessaire que ces services essentiels soient maintenus. Encore une fois, le Maroc est un des pays qui a très bien travaillé aussi sur ce domaine. Parmi les pays de la région, il y a eu une circulaire dès le début pour le maintien de ces services essentiels, malgré bien sûr le fait que tout le personnel était occupé à la crise. Néanmoins, on ne peut pas faire autrement. On a une crise à gérer, on a des ressources limitées, les ressources humaines limitées surtout. Il faut pouvoir ménager aussi le temps de repos des personnels de santé, les préserver eux, parce qu'ils doivent tenir sur la durée. Et on a dit aussi depuis le début qu'on n'allait pas gérer ça en quelques mois, qu'il fallait qu'on tienne sur la durée. Donc maintenant, c'est vrai qu'il y a un retard à rattraper pour certaines maladies. Et encore, les chiffres que vous citez, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, mais pour les cancers et des maladies qui mettent beaucoup plus longtemps à se développer, on va encore voir des augmentations qu'il faut venir. La clé, c'est qu'on doit aussi aujourd'hui se reconstruire. Vous êtes bien d'accord que nous avons passé des mois et des mois en confinement, les sociétés ont été arrêtées, les activités ont été arrêtées, les économies ont souffert. Donc tout n'est pas à reconstruire, mais on a besoin de se ressourcer un petit peu, comme toujours après une crise. Aujourd'hui, on doit construire mieux. On doit construire mieux que ce qu'on avait avant. Si on retourne à l'état des choses d'avant la crise, et on revient à cette question de la santé planétaire, on va se retrouver en fait face à une nouvelle crise. On n'est pas maintenant, tout le monde maintenant a compris qu'on n'est pas à l'abri d'une nouvelle pandémie qui pourrait être et cette grave. Nouvelle pandémie, elle va de nouveau nous faire prendre du retard sur la tuberculose, sur la mortalité maternelle, sur le cancer. Donc il faut construire aujourd'hui des systèmes de santé qui sont résilients, qui peuvent vraiment être agiles et forts et pouvoir contrer ces crises-là sans prendre du retard sur les autres aspects. Et ça, c'est l'action de la santé dans toutes les politiques et de la multisectoralité qui va nous permettre de le faire. Mariam Bagdeli, vous avez déjà parlé du secteur de la santé de la femme et des enfants. C'est l'un des axes d'appui de coopération, mais ce n'est pas le seul de l'OMS avec le Maroc. Qu'est-ce qui caractérise particulièrement le 13e programme général de travail 2019-2023 ? Alors, le 13e programme général de travail nous pose 3 cibles très claires. Il faut que nous protégions plus de monde grâce à la couverture santé universelle, ça c'est la cible numéro 1. Il faut que nous puissions préserver plus de monde sur les urgences de santé publique, donc les crises sanitaires. Il faut que nous protégions la population des crises sanitaires et il faut que nous puissions offrir à la population le choix de pouvoir vivre des vies saines. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment les 3 grands axes de travail et nous travaillons au Maroc sur ces grands axes de travail. Nous appuyons les réformes de la santé en cours, donc les réformes de l'assurance maladie selon les besoins exprimés par le ministère de la Santé et de la Protection sociale et nos partenaires. Nous intervenons également, comme vous le savez, sur les urgences, pas que sur la Covid, parce que par exemple, nous avons un gros programme de travail sur la prévention de la pandémie grippale. Vous savez que la grippe, c'est vraiment un potentiel pandémique énorme. Et d'ailleurs, les actions que nous menons avec le ministère de la Santé sur la Covid sont très proches aussi des actions de la grippe, que ce soit la vaccination, que ce soit l'identification des pathogènes, les séquençages, etc. Donc c'est un peu les mêmes principes. Maintenant, on a ces vocabulaires-là beaucoup plus en bouche avec la Covid. Et le troisième point, c'est vraiment tout ce qui est déterminant de la santé, tout ce qui est les éléments qui ont trait à la pollution, justement, à la nourriture, à l'eau, etc., qui permettent de vraiment préparer un monde meilleur et en bonne santé. Dernier mot, parce que le temps qui nous est imparti est fini, c'est sur la régionalisation que vous soutenez beaucoup, le renforcement du système de la santé dans les régions. C'est l'un de vos chevals de bataille aussi. Oui, tout à fait. C'est l'agenda du gouvernement. Donc effectivement, nous soutenons cet agenda, mais nous pensons qu'effectivement, les acteurs locaux doivent être capacités pour pouvoir mettre en œuvre les actions qui sont pour la santé de la population dont ils sont les plus proches. Et c'est grâce à cette capacitation que nous pensons intervenir le mieux pour appuyer la régionalisation. Mariam Bagdeli, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir et merci pour toutes vos réponses. Je rappelle que vous êtes représentante de l'Organisation mondiale de la santé au Maroc. Merci madame. Merci beaucoup. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.